Monsieur le Président, il y a quand même un gros problème sécuritaire dans la région du Pool. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Personne ne peut vraiment s'y rendre à part les forces de sécurité. Les organisations des droits de l'homme craignent qu'il y a de nombreux abus des droits de l'homme de la part des forces de sécurité. D'un autre côté, on sait qu'il y a les forces du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire dans cette région si volatile? Bon, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Pool. Alors c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à savoir aujourd'hui concrètement ce qui se passe dans le Pool. Toute l'entièreté du département n'est pas bloquée, mais il y a des zones qui sont vraiment complètement recluses. Et donc moi et d'autres, j'ai travaillé essentiellement sur la base de témoignages. Il y a quelques ONG qui peuvent se rendre dans certaines localités, mais les principales localités. Mais ils vont pas dans les villages, donc ils vont pas au plus près de là où se situent les combats. Et surtout, ils accèdent pas dans certaines zones où les populations ne peuvent pas sortir et sont véritablement prises en étau, en fait, entre ce qui se passe de part et d'autre. Que dites-vous à propos des critiques sur les exactions des forces de sécurité? On a vu un rapport récent du département d'État américain qui parle d'assassinats, de torture, dans le Pool notamment, en raison de ces opérations. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient, que vous comptez empêcher, punir? Bon, je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Je peux vous dire, vous êtes ici au Congo, vous êtes journaliste, et si vous aviez le temps, je vous aurais donné l'occasion de vous rendre dans le Pool. Officiellement, il n'y a pas d'interdiction complète d'aller dans le Pool. Même les autorités régulièrement disent à certains journalistes, vous pouvez y venir. Les raisons qui sont invoquées sont des raisons de sécurité, et c'est ce que disent aussi les humanitaires, parce qu'en fait la situation est très floue sur le terrain et les autorités ne sont pas en mesure de garantir, disent-elles, la sécurité suffisamment pour emmener des humanitaires. Dans le Pool, les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique. On sait qu'il y a différents corps d'armée, on sait qu'il y a l'armée régulière, on sait qu'il y a la garde républicaine. Parfois, certains témoins racontent que les uns ont l'air d'agir un peu à contresens des autres. Donc on ne comprend pas très bien la stratégie, on ne comprend pas très bien l'enjeu de ce qui se déroule. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les populations sur place sont véritablement prises en étau, fuient les villages par centaines, par milliers, racontent que leurs villages sont incendiés par les forces de sécurité. Et donc ça pose beaucoup de questions. On ne comprend pas, finalement, qu'est-ce qui se joue réellement sur le terrain. On sait seulement que les populations en sont victimes. Donc le département d'État américain, l'émanation je ne suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté, ait envoyé une mission dans le Pool. Je ne suis pas sûr. Je crois Ils inventent c'est une grosse erreur. Bon, il y a beaucoup de phénomènes de manipulation dans le monde, je ne reviens pas là-dessus. Et il y a aussi eu des demandes de la part d'organisations des droits de l'homme pour enquêter sur place, pour aller là-bas et voir quelle est la réalité des exactions que racontent les témoins qu'on peut interroger. Et là, clairement, il y a des demandes répétées qui sont formulées et il n'y a pas de réponse. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ce rapport de venir au Congo et de se rendre dans le Pool et d'entrer en contact avec les populations. Pour RFI, notre envoyé spécial Florence Maurice a pu se rendre à quelques kilomètres des zones de combat. Elle en a rapporté 2 grands reportages, l'un sur les enjeux de cette crise qui s'enlise, ce sera diffusé la semaine prochaine, le jeudi 25 mai. L'autre que voici sur les terribles conditions de vie de ces déplacés dans le département de la Bouenza, où l'organisation Caritas se bat afin qu'on ne les oublie pas. Le Pool, une crise humanitaire oubliée. Grand reportage signé Florence Maurice. Pour atteindre le site de Yamba, il faut parcourir une longue route crevassée. Javel Kimbassa représente dans le département l'ONG catholique Caritas. Il est l'un des rares à venir ici régulièrement. Ce jour-là, il apprend que l'armée vient de renforcer sa présence. Là, on nous fait savoir qu'il y a un autre détachement qui est placé juste à 1 kilomètre du site. Ça veut dire que la situation continue de se dégrader sur le terrain. Et la preuve, c'est qu'il y a à peine 3-4 jours, il y a eu une attaque. Parce que nous sommes à 6 km de la frontière avec le Pool.
Quelques baraques en briques, des murs noircis, de la tôle rouillée, c'est dans ces ruines d'une ancienne société d'élevage abandonnée il y a 30 ans qu'un millier d'habitants de la région du Poul a trouvé refuge, faute de mieux. Du jour au lendemain, ils ont fui les crépitements d'armes et les bombardements, laissant tout derrière eux. Dans sa fuite, Gustave a perdu la trace de sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était comment? La mort n'attend pas sur place. Quand les armes avaient éclaté, chacun sa direction, en pêle-mêle, sans se rendre compte que j'ai une femme, un enfant. L'enfant prend sa prise, maman va là-bas pour voir, parce qu'on fouillait la mort. C'était comme ça. À Yamba, Antoine Mananga, le chef du village, se souvient de cette journée du 4 octobre 2016 où il a accueilli les premiers déplacés. La première fois, j'ai croisé beaucoup de femmes et des enfants qui venaient à pied. Vraiment, ils sont arrivés avec rien, on est mort rien. Ils ont fui dans des conditions vraiment très bizarres. Et ils vivent dans des conditions vraiment difficiles. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à se faire traiter. Donc c'est vraiment du calvaire total. Il y en a beaucoup qui sont repartis? Non, retrouver dans le pôle, c'est trop dur parce que là-bas, il n'y a pas accès de repartir là-bas. Il n'y a pas de gens là-bas. Vraiment, les maisons sont brûlées. Ils ont peur de rentrer. Allez. Les déplacés ont attendu quelques mois avant de recevoir la première aide. Des matelas de mousse, des gamelles et quelques bâches du HCR pour colmater les fenêtres éventrées, mais c'est loin de suffire. Dans cet ancien garage, Gustave et Alphonse se faufilent entre les gamelles, les seaux et les bidons. La lassitude se lit dans les regards. Nous vivons dans des conditions difficiles ici. Vous voyez ici, là où ils dorment sur les nattes, et un peu de personnes qui ont un peu de mousse, et sinon on dort sur le ciment comme ça. Les enfants tombent malades, les enfants font des fièvres. Oui. Des fois, il y a des familles qui ont 5, 6 enfants. Sur un petit mousse comme ça, là, ça ne suffit pas. Surtout là, à côté là, il y a un grand trou aux toitures là, il y a une tôle déjà coupée. Quand il pleut, une partie d'eau circule là où dorment les gens, ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ils sont partis de la guerre. Un peu plus loin, une masure au mur décrépit. Ici, 40 personnes s'entassent la nuit, dans 10 mètres carrés. Nous sommes beaucoup ici. Il y a des enfants, des petits-fils, des mamans, des vieilles. Nous sommes là. En tout cas, quand on dort là, dans des conditions vraiment difficiles. Les uns sur les autres, quoi. Parfois, en tout cas, c'est ça. À Yamba, les journées ne sont pas plus faciles que les nuits. Dehors, sur une toile de jute, une femme a étalé quelques boîtes d'allumettes dans l'espoir de les vendre. D'autres préparent le manioc ou de maigres beignets. Mais la plupart attendent assis par terre, regard vide et visage émacié. En tout cas, voilà. 2 fois par semaine, un vendeur de poulet se déplace à moto jusqu'au site. 1500 francs CFA la cuisse de volaille, soit 2,30 € environ, un luxe pour ces familles. Une femme tente de négocier en vain, le vendeur repart et chacun laisse entendre sa colère. Regarde la façon que nous sommes ici. Là, nous tous, on souffre. Depuis le matin, les enfants ne mangent pas. Nous-mêmes ici, les grandes mères aussi ne mangent pas. Hein? Nous sommes ici déjà 4 mois. 5 mois presque. C'est pas bon. La famille aussi, ça mène beaucoup de maladies. Hein? Pas encore manger. Il fait 2 jours pas manger. Hein? Un jeune comme moi, j'ai encore force pour travailler même dans une société. Mais je traîne comme ça là 2 jours sans manger. Je vais tomber ici. Comment on va vivre ici? Un peu à l'écart, Gustave assiste à la scène. Pour avoir le poulet à 1500, il faut faire une cotisation 3 familles pour avoir le taux et pour vous acheter et puis vous venez diviser. Pour acheter une cuisse de poulet? Oui, il faut être 2-3 personnes, vous collectez de l'argent, vous achetez et puis vous venez diviser. C'est comme ça. Sinon, une personne, c'est difficile d'acheter lui-même. Caritas a pu distribuer quelques vivres aux enfants pour limiter le risque de malnutrition. Mais les adultes, eux, n'ont parfois que leur ruse pour survivre. Il y a peu, certains prenaient encore le risque de retourner dans le Poul en traversant le fleuve qui les sépare aujourd'hui de leurs champs pour récolter tomates, manioc ou arachides. Mais depuis mi-avril, suite aux récents combats, les militaires le leur ont interdit. On partait chercher le manioc, l'arachide, le vivre, quoi, dans nos propres champs qu'on avait travaillé là où on habitait avant. Alors que ça nous permettait de bien nous ravitailler. Mais
Maintenant qu'ils ont interdit cette route-là, c'est la misère totale. Nous dépendons donc de Dieu, c'est tout. Comment vous avez su que vous pouviez plus y aller? Mais ils ont tenu un meeting ici, oui. Qui est venu? Les militaires. C'est les militaires qui ont dit qu'il ne faut plus traverser. Bon, maintenant, les pirogues qui nous permettent de traverser le fleuve ont fui parce qu'il y a maintenant l'assistance des militaires. Donc là, nous sommes en prison là. Donc dans un cage bloqué. On va au champ déjà. Je vais vous montrer comment on travaille là. Pour gagner le minimum, les plus vaillants n'ont d'autre choix que de parcourir 8 à 10 km chaque jour pour offrir leur service aux paysans locaux. D'autres, plus rares comme Adèle, ont mis la main sur un petit lopin de terre près du site. De petite taille, regard rieur et fier, cette mère de 3 enfants se faufile à travers les branchages. Sur son dos, un panier tressé contient quelques outils, les seules choses qu'Adèle a pensé à prendre dans sa fuite. Il y a la houe, la machette et puis c'est tout. C'était vraiment, il fallait que je laisse d'abord les habits, prendre au contraire ça en premier lieu. Parce que c'était pour moi un moyen de vite travailler. Dès que j'arrive, je trouve un terrain, je travaille et puis je ne récolte. J'ai de quoi vivre. Ça c'est à manger mais ça n'a pas donné par rapport au retard. Parce que la pluie ne donnait plus, il fallait que ça ne donne pas bien. Le triste privilège de l'expérience, comme beaucoup d'habitants du Poul, Adèle a déjà connu plusieurs fois l'exil. Donc voici au moins ma 4e fois de fuir la guerre. La 4e fois? Le mouvement de 93, on a fui. Le mouvement de 97, on a fui. Le 2000, on a fui. Maintenant là aussi, on est en fuite. En arrivant cette fois, elle n'a pas attendu plus d'une dizaine de jours pour commencer à cultiver. Quand nous sommes venus du Poul, on n'avait pas de semences parce que tout était abandonné là-bas. Dès que nous sommes arrivés, les compagnons, les autres nous ont donné des semences et puis on a cultivé. Les autres, ça veut dire les villageois ont partagé leurs semences? Oui. Bon, j'ai déjà récolté l'arachide, le tout consommé. Maintenant, il reste seulement 2e récolte, c'est le tubercule. La terre ici, elle est comment? Elle est très riche. Elle est très riche, il y a une bonne production. Malgré parfois, ce sont les conditions morales. Hein. Parce que quand on pense qu'on a laissé au Poul, et puis reprendre encore à zéro ici, là, c'est avec peine. Oui. Tellement que même si ici ça produit bien, mais je préfère rester au Poul. Parce que là-bas, il y a le chemin de fer qui est proche de nous, les camions, tout. Or que ici, là, avec la banane, tu peux rester ici pendant une semaine. Tu n'as pas de camion pour les déplacer. Et puis, surtout les fruits là, en tout cas, ça pourrisse. Vous vous sentez un peu isolé ici? Ici, tellement. En quittant sa parcelle, Adèle s'arrête. Le Poul est à portée de vue. Elle nous montre son ancien village. Au Poul. Mais oui, c'est pas loin. C'est là. Et quelques pas plus loin, la mare d'eau verdâtre dans laquelle elle nettoie son manioc. Javel Kimbassa de Caritas lève les yeux au ciel. À vue d'œil, vous vous rendez compte que c'est une eau qui n'est pas propre à la consommation. Mais comme c'est la seule source, l'une des rares sources d'approvisionnement en eau, donc ils sont obligés de la puiser et de la boire, malheureusement. Grâce à un financement UNICEF, la Caritas est en train d'installer un puits et de nouvelles latrines et doit distribuer bientôt des pastilles pour purifier l'eau. L'urgence, éviter le déclenchement d'une épidémie. Nous prenons des mesures urgentes pour éviter la catastrophe parce que lorsque une population est regroupée comme dans ce site, donc il y a des risques de maladies comme choléra, Ebola, c'est ça la crainte. Et si jamais ça sévit ici, vous imaginez c'est tous les environs qui seront décimés. De l'avis de tous, à Yamba, l'assistance offerte aux déplacés est encore plus faible qu'en 98, du temps de la guerre civile. Aujourd'hui, le chef du village se sent abandonné. À mon niveau, en tant que chef de village, je suis limité à des moyens. Peut-être les donner tout ce que je peux manger moi. Une famille qui a au moins 10 enfants, et je les prends, je les amène chez moi au champ. Et je les donne le tubercule, les ignames. Mais avec ce nombre-là, je peux pas satisfaire tout le monde. Voilà pourquoi je demande l'aide pour le peuple du Poul là qui souffre. Vraiment. Le gouvernement est venu voir sur place la situation ici? Une fois, le ministère des Affaires sociales est arrivé ici et il a apporté quelques vivres, quelques riz. Depuis, ils sont pas revenus? Depuis octobre, ils sont plus revenus. On nous a promis de revenir, mais jusque-là, ils ne reviennent pas. Donc, en quelque sorte, nous sommes un peu abandonnés. Nous sommes abandonnés.
Même si on vous donne un sac de riz d'octobre jusqu'à maintenant, là, ça ne peut pas marcher. Les organisations internationales ont du mal à mobiliser de l'argent pour une crise humanitaire qui s'enlise depuis un an et dont très peu de gens parlent. Une crise minimisée par les autorités dont l'ampleur est dure à évaluer. Caritas recense à minima 20 000 déplacés, mais des zones entières du pôle restent inaccessibles. Les agences humanitaires préfèrent souvent rester discrètes sur leurs activités, mais Javel, lui, ne peut plus cacher son désespoir. Je suis révolté contre cette situation qui se répète, et les mêmes scènes de violence, des gens qui meurent, des populations abandonnées à elles-mêmes. C'est difficile d'alerter les gens sur ce qui se passe ici? Difficile, oui, parce que ça dérange certains. Ceux qui n'ont pas envie de savoir qu'il y a des situations comme ça, des gens qui sont en détresse, ça dérange. Je ne voulais pas les nommer, mais nous, notre combat, c'est de faire connaître ce drame qui se vit ici. Si on ne sait pas ce qui se passe, ça veut dire quoi? C'est quoi les conséquences? Ça veut dire que c'est les populations qui sont abandonnées, ça veut dire que c'est une génération qui est sacrifiée, ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent en silence, il y a des femmes qui sont obligées de se prostituer. S'il n'y a pas une prise de conscience, s'il n'y a pas une mobilisation de l'opinion nationale et internationale, s'il n'y a pas des ONG qui s'engagent pour venir en aide à ces populations, il y a énormément de risques. Au sud de Yamba, la ville de Loutete. Ici, les déplacés sont encore plus nombreux, presque 2000, mais comme invisibles. Les autorités n'ont pas souhaité qu'ils soient regroupés sur un site. Instruction a été donnée aux chefs de quartier de les placer dans des familles d'accueil, souvent démunies. Augustine est veuve, malade. Cette quinquagénaire héberge 17 personnes depuis septembre dernier. Elle n'a reçu aucune assistance. Oui, je suis abandonnée de moi-même. Avec mes sinistrés, je suis abandonnée. Personne ne me rend visite. Donc c'est grave. Personne ne dit oh, même quelque chose à manger, même quelque chose à couvrir, même quelque chose comme matelas pour faire dormir. Même la natte, rien. C'est moi-même. Mais j'ai besoin de l'aide. De l'autre côté de la rue, 2 wagons silos rouillés, abandonnés depuis 20 ans depuis la dernière guerre. Et devant la maison, une assiette avec l'unique denrée du jour, un petit morceau de manioc, déjà bien entamé. Regarde le bout de manioc, on partage petit à petit, nous tous. Venez ici, venez voir ici. Les moustiquaires restent, regarde, tous les moustiques, même si nous dormons, les moustiques nous piquent ici. Parce qu'il y a un trou, pourquoi? Oui, mais il n'y a pas d'argent pour changer. Nous sommes tous malades. Oui, mais il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital là-bas. Donc nous vivons seulement comme ça. Malgré cette détresse généralisée, la maire de Loutete, Odile Kinzenze, prend la défense du gouvernement et souligne les quelques distributions de vivres et de matériel effectuées. Mais en fin de compte, ils ne sont pas abandonnés, parce qu'à tout moment, ils sont assistés. Bon, bien sûr, l'assistante, ce n'est pas tous les jours qu'on leur donne à manger, c'est peut-être ça, mais dans les familles d'accueil, ils se débrouillent pour pouvoir survivre. Bon, des petits problèmes ne manquent pas. Par exemple, ici, à l'UTT, vous savez que nous avons un problème d'eau. Alors, partout où ils sont, le problème là se pose. Bon, le problème des maladies, par exemple, les maladies qui peuvent survenir. Mais au niveau de notre hôpital également, le gouvernement avait mis en place une équipe pour pouvoir recevoir ces déplacés-là. Et il y avait un don de médicaments qui avait été déposé là-bas pour aider ces déplacés. Albert Saya dirige l'hôpital de Loutete, un hôpital qui a vu ses crédits de fonctionnement gelés à cause de la crise économique. Avec son équipe, il a dû faire face. Très très dur, on était débordés. Beaucoup de militaires avec des balles dans les jambes et les civils aussi. Des civils avec des balles? Oui, il y en avait aussi. Il y avait des civils aussi avec des balles, jusque dans la poitrine. Les enfants, vous voyez, des enfants de 3 à 4 ans qui sont touchés et tout ça. Et on n'avait plus les médicaments ici aussi, donc ça a été vraiment dur. Les enfants ne sont pas épargnés. L'UNICEF a déjà recensé 200 cas de malnutrie aiguë. La plupart ne vont pas à l'école et certains souffrent de traumatisme. Qu'est-ce que je fais? Je danse. Qu'est-ce que
que je fais? Je danse. Qu'est-ce que je fais? Je danse. Qu'est-ce que je fais? Je danse. Ici, sous une tente depuis le mois de février, l'UNICEF et l'association Amis des enfants accueillent plusieurs heures par jour des petits âgés de 2 à 5 ans pour les aider à surmonter les séquelles des combats qu'ils ont fuis. Ursula Nsona est leur animatrice. Qu'est-ce que je fais? Je danse. C'est surtout effacer les images là qu'ils ont vécu là-bas dans le pool. Ils ont vu beaucoup de choses. C'est quoi ces images? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? C'est une histoire de guerre, en quelque sorte. Quand je leur demande de dessiner, tu vois, il y a des enfants qui dessinent, qui sont en train de dessiner les hélicoptères. Il y a les enfants qui dessinent les armes des militaires. Et quand je pose la question, mais toi, pourquoi tu as dessiné ça? L'enfant me répond, non, madame la maîtresse. Quand nous étions pendant la guerre, je voyais les hélicoptères. Mais toi, pourquoi tu as dessiné l'arme de guerre? Je dis, non, la maîtresse, j'ai dessiné ceci parce que chez nous, au village, je voyais les militaires porter les armes. Donc, tu vois, ce sont des enfants traumatisés. Même là, notre superviseur principal nous a dit il nous a demandé de clôturer pour que les militaires ne percent pas notre établissement. Là, vraiment, nous n'acceptons qu'un militaire puisse rentrer à l'enceinte de notre concession scolaire. S'il règne un certain flou sur la nature de cette guerre qui se déroule à quelques kilomètres dans le Pool, les témoignages des enfants ne laissent aucun doute sur l'ampleur des violences qui se poursuivent par endroits à huis clos. Actuellement, plusieurs districts du Pool restent totalement inaccessibles aux humanitaires. On ignore le nombre de personnes qui y vivent sans possibilité de sortir. Alain Robert Moukouri dirige la Caritas Congo et il redoute le pire. Nous savons seulement qu'il y a des personnes qui étaient dans les forêts, il y a d'autres qui sont dans des localités où il y a comme un quadrillage de part et d'autre, ces populations sont prises en étau. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des gens qui meurent faute d'assistance. Mais quelle est la conséquence dans ce genre de situation? Et la situation est très critique. On a enregistré des cas de malnutrition sévère. Une trentaine de personnes a pu être retirées des localités de Kibossi et il y en a d'autres encore. Donc c'est vraiment inquiétant. Qu'est-ce qui se passe dans ces villages? Nous n'avons aucune idée. C'est ça la grande question. Donc le risque que les personnes soient anéanties est très élevé. C'est pour cela qu'on encourage vite le couloir humanitaire, au moins pour faciliter l'accès aux populations sans assistance, ou pour permettre à ces populations de sortir de ces localités en étau. Depuis le tournage de ce reportage, les combats ont continué, faisant grossir encore le flot des réfugiés. À Yamba, un jeune enfant est décédé sur le site et une épidémie de varicelle s'est déclarée. Caritas continue son combat pour lever des fonds et attirer l'attention du monde sur cette région oubliée du Congo, alors qu'aucune solution ni politique ni militaire ne semble se dessiner. Le Pool, une crise humanitaire oubliée au Congo-Brazzaville. Un grand reportage de Florence Maurice, réalisation Sandrine Straram. Prochain volet de notre série jeudi 25 mai, avec un nouveau grand reportage intitulé Le Pool, les dessous d'une crise qui s'enlise. Très bien. Et c'est aujourd'hui la suite de notre série de grands reportages consacrés à la crise qui sévit dans la région du Pool au Congo-Brazzaville. Crise née il y a un an au lendemain de la réélection contestée du président Denis Sassou Nguesso. Il y a un an, les forces de sécurité lançaient une vaste opération militaire pour arrêter Frédéric Binsamou, plus connu sous le nom de Pasteur Ntoumi, qui est alors accusé d'avoir attaqué la capitale avec ses hommes. Un an plus tard, le révérend reste introuvable, mais la crise subsiste avec 20 000 déplacés. La Fédération internationale des droits de l'homme dénonce une répression cachée dans plusieurs districts historiquement hostiles au président. Une crise qui interroge, s'agit-il d'une opération antiterroriste, comme le disent les autorités, ou d'une crise orchestrée, comme le pense la FIDH? Florence Maurice a mené l'enquête sur la base de nombreux témoignages de déplacés. Octobre 2016 au Palais des Congrès de Brazzaville. La nation rend hommage à une quinzaine de militaires tués quelques jours plus tôt dans le département du Pool. À la tribune, Clément Mwamba, le Premier ministre, accuse les partisans de l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, alias le Pasteur Ntoumi. Ils ont encore détruit, ils ont encore massacré, ils ont encore volé, ils ont encore pillé dans le département du Pool. Ce jour-là, cela fait près de 6 mois que les autorités ont lancé leur opération militaire dans le Pool. Objectif affiché, mettre la main sur le Pasteur Ntoumi, sous le coup d'un mandat d'arrêt, accusé d'avoir attaqué le sud de Brazzaville au lendemain de la présidentielle en avril 2016 et de mener depuis des attaques terroristes.
Devant les familles de victimes éplorées, le ministre de la Communication Thierry Mongala redit toute la détermination du gouvernement à poursuivre la traque. Le peuple unanime, la nation éplorée, aujourd'hui demande justice et souhaite que les autorités compétentes mettent la main sur M. Bin Samou et ses acolytes et procèdent à leur déferment auprès de la justice. Parce que trop c'est trop. Les autorités s'expriment rarement sur le pool, le plus souvent pour dénoncer la barbarie des hommes du pasteur Ntoumi, les combattants ninjas. Mais il y a une autre réalité à ce conflit, les souffrances des populations civiles, nombreuses à dénoncer la violence de la riposte des forces armées. Il y a eu bombardement à Kindanangwedi. J'étais ensemble avec ma famille, j'ai 4 gosses. Nous étions plus de centaines, mais alors que les autres, ils étaient morts sur place, calcinés en même temps, brûlés, des corps entiers. Donc, il y a des gens qui ont perdu des vues, il y a les gens qui ont perdu des 4 membres, donc les intestins dehors. Alors, il fallait se cacher. Arnaud a cru se mettre à l'abri dans une maison abandonnée. Les militaires n'ont pas tardé à le retrouver. Il y avait des militaires qui ont envahi la zone. On tapait la population, quoi. Ils tapaient, ils violaient, à l'œil nu comme ça, là. Donc, vraiment, c'était choquant. On m'avait ligoté, on m'avait tapé, tout même là, le pied me fait mal. Il y avait des beurrés violets, il y avait des beurrés noirs, l'armée de terre, quoi. Alors, nous, on avait eu la chance de s'en sortir. Un sergent-chef, un adjudant, plus un capitaine, qui nous avait pris en sécurité, raison pour laquelle l'hélico nous avait ramenés ici, là, à Brazzaville. Les témoignages comme celui d'Arnaud ne sont pas rares. Ce chef de village, par exemple, lui aussi dit avoir été tabassé. Il préfère garder l'anonymat et taire certains détails par peur des représailles. Quand ils nous tabassent, ils disent que nous sommes des ninjas, nous sommes des complices, nous ne voulons pas montrer là où est Ntoumi. Donc vous ne montrez pas là où est Ntoumi, vous n'aurez jamais la paix. Alors nous ne connaissons pas là où est Ntoumi. Les gens soutiennent le pasteur Ntoumi ou pas? Non. La majorité ne le supporte pas. Et surtout en ce moment que nous parlons, nous, populations, vraiment, on le nie. On cherche, il faut qu'on le trouve, qu'on le finisse pour que nous soyons libres. D'autres, là encore nombreux, racontent avoir fui leur village, vu leurs maisons brûlées, leurs biens pillés, leurs champs saccagés par des militaires, comme ces jeunes déplacés. Tout brûlé, là où nous quittons. Tous les habits brûlés, ça, tout. Les militaires. Ils ont brûlé vos habits? Ils ont brûlé tout. Ils ont brûlé les habits, ils ont cassé les maisons, donc il n'y a plus de maisons là-bas. Les maisons, on a levé des tôles, on a cassé des maisons, donc là-bas, il n'y a plus de maisons. Ni l'élevage, il n'y a plus les animaux, on a tout pillé. Il y avait des ninjas dans votre village? Non, c'est moi des militaires. C'est les militaires qui ont créé tout cela. Début 2017, coup sur coup, 2 rapports ont tiré la sonnette d'alarme. L'un signé de l'OCDH, l'Organisation congolaise des droits de l'homme, le second du département d'État américain. Les ninjas y sont accusés, eux aussi, de commettre de graves exactions, attaques, pillages, viols. Mais dans ces 2 rapports, la majorité des violences est imputée aux forces armées congolaises. Le 13 mai dernier, sur France 24, le président Sassou Nguesso a rejeté en bloc ces accusations. Bon, je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Dans le pool, les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique. Donc le département d'État américain, l'émanation je ne suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté et envoyé une mission dans le pool. Je ne suis pas sûr. Je crois Ils inventent. C'est une grosse erreur. Bon, il y a beaucoup de phénomènes de manipulation dans le monde. Je ne reviens pas là-dessus. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ces rapports de venir au Congo et de se rendre dans le pool et d'entrer en contact avec les populations. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. En une année de crise, Trézanzila, le président de l'OCDH, n'a pu se rendre qu'une seule fois dans le pool en juin dernier. Depuis, il tente en vain d'obtenir une autorisation. Nous avons demandé au ministre de la Justice qu'il y ait une mission d'enquête indépendante. Mais il n'a pas été favorable. Le CICR, les Nations Unies, l'Union Européenne n'obtiennent pas d'autorisation officielle pour aller dans le pool. C'est un huis clos. Le CICR qui va, le Caritas qui va, s'arrête à Kinkala. Or, on a besoin d'aller au-delà de Kinkala, dans tous les départements, sillonner tout le département du pool pour voir exactement ce qui se passe.
j'ai l'impression que nos autorités font semblant de mieux connaître la réalité dans le pool. En coulisses, les Nations Unies ont pourtant exprimé leur inquiétude elles aussi. L'été dernier, après des semaines de négociations, une équipe du Haut Commissariat aux droits de l'homme a enquêté à Brazzaville et dans quelques localités du pool. Ces conclusions n'ont pas été rendues publiques mais transmises aux autorités. Les extraits auxquels RFI a eu accès dépeignent un climat général de répression au Congo, indexent eux aussi les ninjas, mais surtout les forces armées, et demandent enfin une enquête impartiale et indépendante. Un simple détour par le marché total de Brazzaville suffit en tout cas pour mesurer l'ampleur du blocus que subit une partie du département. Sur les étals, après un an de crise, certaines denrées sont devenues rares et les prix ont flambé. Peut-être le manioc en coûte, c'est très cher. Tel que ça, là, c'est 5 000. Donc, vraiment, ça ne va pas. Avant, c'était 2 500. Est-ce qu'il y a des produits qu'on ne trouve plus? Oui, tel que le charbon, on ne trouve plus, le foufou, c'est cher, tout. Ceux qui trouvent au village, tout ça, ça te coûte cher. Et moi, c'est le foufou. Achète-moi le foufou. À 3 000. Le pool, historiquement grenier de Brazzaville, débute aux portes de la capitale. Ce matin, on apprend que les bus en provenance de Gomatsetse, à 20 km de là, utilisés pour ravitailler le marché, ont cessé de circuler. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bus qui viennent? Il n'y a plus de bus, rien. Les gens même ne sortent plus. Ils ne peuvent pas aller. Il y a les bus qu'on avait brûlés là-bas. Les gens ne viennent plus, ils sont dans le brousse, il n'y a personne. Un peu plus loin, ce commerçant originaire de Massembo a dû venir à pied pour vendre sa marchandise. J'habite Massembo dans le pool. Pour expédier la marchandise vers ici, il n'y a plus de transport. Donc, le peu de marchandises que nous avons, nous devons les transporter à pied. Du coup, on peut seulement acheminer de toutes petites quantités. En plus, c'est très risqué. On peut être pris dans des embuscades, soit par les ninjas, soit par les militaires. Et les militaires qui sont sur place nous interdisent de transporter les marchandises vers la ville. À ses côtés, une villageoise, la cinquantaine, harassée, énervée. Elle arrive tout juste du pool. Elle décrit la pénurie alimentaire qui sévit sur place. Jeune la maman, la maison on a cassé le chemin pour qu'on là. Au village là-bas, c'est difficile à cause de la malnutrition. Il y a des gens qui ont les pieds enflés. On ne mange pas. C'est vraiment très très pénible. On a des pénuries, par exemple. Le sel, on nous vend une cuillère de sel à 1000 francs, alors qu'avant c'était 25. Et pour trouver de quoi manger, il faut se cacher et se faufiler dans la forêt, car les militaires et les forces de l'ordre qui sont sur place nous poursuivent partout. On prend des risques pour aller chercher de quoi manger. Il faut tout faire en cachette. Qu'est-ce qu'on a fait au pool pour subir ça? Je rentre plus, je vais rester ici. L'atmosphère dans ces villages du pool semble oppressante. Étienne, lui aussi, s'est échappé d'une localité touchée par la famine, mais il a dû déjouer la surveillance des militaires. C'est difficile de quitter, parce que là-bas, l'armée refuse à la population de sortir. Comme dans un clos, donc vous pouvez même pas aller à 3 km de la gare. Donc vous êtes juste dans le village. Donc il n'y avait plus rien à manger. Même là, c'est avant-hier que j'ai appris qu'il y a encore eu un décès là. Deux déjà. Ils sont morts dans la maison. Qu'est-ce que les militaires vous disent pour expliquer qu'ils ne vous laissent pas sortir? Donc, de peur que s'ils libèrent la population, qu'on vienne leur attaquer. C'est ça. Ils ne peuvent pas rester seuls dans le village. Non, on ne comprend pas pourquoi on nous garde. C'est devenu comme une punition. Parce qu'ils sont là pour la sécurité, d'après ce qu'ils nous disent. Combien de Congolais vivent encore reclus dans ces villages? On l'ignore. Alphonse a pu fuir, mais il a laissé derrière lui sa mère, sa sœur et ses 2 neveux. En avril dernier, une trentaine de personnes atteintes de malnutrition, surtout des enfants, ont été exfiltrées vers Brazzaville par les autorités à bord d'un hélicoptère de l'armée. Un choc dans l'opinion. Guy Brice Parfait Kolela, député de Kinkala, la préfecture du Pool, et ancien candidat à la présidentielle, leur a rendu visite. C'est dommage que les caméras ne sont pas passées là pour filmer ces gens-là avec des cheveux roux, des ventres ballonnés. C'est grave. Certains de mes attachés sont encore à l'intérieur. Les commerçants ne peuvent pas accéder dans le pool. Pour y accéder, il faut les laisser passer. C'est comme si on était dans la bande de Gaza.
Et ces laissez-passer sont délivrés par les autorités militaires ou les autorités administratives. C'est ça ce qui se passe. Donc, moi, je ne pense pas que la traque d'une seule personne, de 4 individus, puisse amener à ce que tout un département ou 6-7 districts puissent être mis en difficulté. Je crois que le président de la République a une mauvaise fiche. Je conseillerais qu'il appelle les élus du département du Pôle, qui vont lui dire la réalité, puisque nous vivons ça dans nos circonscriptions, au lieu de toujours écouter les rapports des militaires. Pourquoi une chasse à l'homme provoque autant de déplacés, 20 000 au bas mot et autant de violence? Les autorités accusent le pasteur et ses hommes de mener une guerre asymétrique, une guérilla, et de prendre la population en otage. Arsène, lui, qui témoigne en catimini dans le recoin d'une paroisse, a fui les militaires qui brûlaient son village et il ne comprend pas pourquoi. Non, mais les raisons, on ne nous les donne pas. Tout ce que nous savons officiellement, qu'ils sont à la recherche des ninjas, oui, c'est tout ce que nous dit. Malheureusement pour nous, c'est que les ninjas ne sont pas avec nous dans le village. Bon, mais eux, ils font des services sur nous qui sommes au village. Donc, au lieu de les pourchasser dans les forêts, s'ils ont vraiment des renseignements, ils devaient le faire. Mais ils s'en prennent seulement à la population. On ignore de combien d'hommes dispose le pasteur Ntoumi. On ne sait pas non plus combien de militaires sont engagés dans l'opération. L'armée ne communique pas sur le sujet. Certains témoins disent avoir été protégés, secourus par l'armée, d'autres en avoir été victimes. Sur le terrain, les habitants comme Arsène comprennent mal la stratégie des différentes unités déployées, armées régulières et gardes républicaines notamment, parfois dans le même village. Ils sont parfois même en contradiction. Hein. Et ça c'est visible. Parfois vous êtes là, vous les assistez, et ils ne s'entendent pas. Et quand ils arrivent, parfois, ils n'annoncent pas leur arrivée. Et les militaires qui sont sur place sont surpris. Et ils passent. Oui. La garde républicaine, vous voulez dire? Oui, quand la garde républicaine arrive, il n'y a pas de mot de passe. Ils ne s'occupent même pas des militaires qui sont là. Ils font ce qu'ils veulent, ils repartent. Bon, ils ne sont pas ensemble. Parfois, visiblement, ils sont en contradiction devant les populations. Le flou qui règne sur le terrain complique aussi la tâche des humanitaires. Du jamais vu pour Alain Robert Moukouri, le président de Caritas Congo, dont l'organisation a pourtant assisté les populations durant les pires heures de la guerre civile. C'est pour la première fois qu'on n'arrive pas à accéder dans toutes les localités. En 1998, nos équipes arrivaient à avoir un consensus entre l'armée et les groupes ninja. Alors, en ce moment, on a du mal à savoir avec qui dialoguer. Il n'y a pas à avoir d'embuscade et vous êtes en face d'un groupe que vous ne savez pas qui est le leader. Et ça peut être plus compliqué. Les forces gouvernementales peuvent dire oui, vous pouvez aller, mais on a eu des cas où on a eu l'assurance d'aller, mais en chemin, on a été braqué par des gens qui étaient cagoulés. On ne sait pas qui. Aucun chiffre n'est disponible sur les pertes en vie humaine. Ponctuellement, les autorités déplorent des militaires tués. Les victimes civiles ne sont presque jamais évoquées. La crise s'enlise et les appels se multiplient pour réclamer l'ouverture d'un dialogue et un couloir humanitaire. Le député Guibris Parfait Kolela. Je demande à ce que on règle nos conflits par le dialogue, pas toujours par la force. Vous voyez ce que ça donne. Nous avons invité les prêtres et le Sénat à s'y mêler. Nous avons invité même le Conseil national des sages du Congo qui avait accepté. Mais les plus hautes autorités ont fermé la porte et les portes de leur cœur. Pour le Premier ministre Clément Mwamba, une seule chose est envisageable, la reddition du pasteur Ntoumi. Nous ne dialoguons pas avec un terroriste, on ne dialogue pas avec quelqu'un qui est poursuivi. M. Ntoumi le sait très bien. M. Ntoumi, il faut qu'il se présente aux forces de l'ordre. Il sera tué, il vient, il subit son procès. C'est tout ce qu'on lui demande. Et qu'il laisse tranquille les populations qui sont dans cette zone. Nous recherchons Ntoumi, mais les forces de l'ordre ne sont pas là-bas pour traquer les populations congolaises. Donc il ne faut pas qu'on nous amène un mauvais débat, que le gouvernement volontairement se comporterait en train de martyriser les populations du pôle. Nous sommes bien conscients qu'il y a des gens qui veulent bien sortir de ces zones. Nous sommes également conscients que lorsqu'on fait sortir certaines personnes de ces zones, il faut en avoir le cœur net, que c'est bien des gens qui ne sont pas des faux ninjas déguisés,
qu'il fait arriver à Brazzaville se transformerait en poseur de bombes. Difficile d'engager un dialogue dans ce climat de méfiance. À Brazzaville, Jean-Baptiste Ntondo, un proche du pasteur Ntoumi, assure être dans la capitale pour des prises de contact. Mais on est encore loin du dialogue, tant les visions du règlement de la crise sont opposées. Le gouvernement prône une solution militaire, l'émissaire réclame un dialogue politique. Nous considérons que le référendum constitutionnel n'avait pas sa place. Et c'est ça qui a fait qu'il y ait des problèmes. Ensuite, il y a eu l'élection qui a été truquée. Le problème du Congo est un problème politique, c'est pas un problème judiciaire. Le patient lui demande que la réponse soit faite autour d'une table, que tous les Congolais s'assoient, qu'il y ait un dialogue inclusif pour qu'on règle ce problème. Une semaine après cette interview, Jean-Gustave Tondo a disparu et serait depuis, selon ses proches, retenu par les services de sécurité. C'est déjà la 3e mésaventure de ce type vécue par l'émissaire en 1 an. Pour quelles raisons? On l'ignore. Cette disparition illustre les zones d'ombre d'une crise complexe à décrypter. Face à cela, la présidente de la principale plateforme d'opposition, Claudine Mounari, accuse les deux parties de jouer un double jeu et les autorités d'instrumentaliser la situation. La guerre du pool, c'est une manœuvre qui a été trouvée par le régime pour se distraire de la crise politique née du hold-up électoral. Ntoumi est soutenu par des ailes de l'armée, des responsables politiques, je le dis. Vous me direz, j'en ai pas les preuves. Oui, j'en ai pas les preuves, mais je me pose des questions de simple bon sens. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Où est-ce qu'ils trouvent le carburant? Où est-ce qu'ils trouvent les munitions? Je pense qu'ici, il n'y a qu'une personne qui est habilitée à acheter les munitions, c'est le gouvernement. Vous estimez qu'il y a forcément des complicités? Mais bien sûr, il y a malice. Le projet est ailleurs. Vous savez, il y a beaucoup de choses cachées dans ce pays. Et peut-être qu'un jour, il faudra que tout ça fasse, qu'on fasse la lumière sur tout ça. Double jeu supposé ou réel, huis clos et blocus, la crise du pool est difficile à appréhender pour les observateurs. Dans le secret des chancelleries, beaucoup se demandent comment Brazzaville va pouvoir tenir des élections législatives en juillet dans de telles conditions. En avril, François Fall, représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la région, est venu discrètement sur place pour tenter de faire bouger les lignes. Mais après une année de crise au Congo, beaucoup aimeraient que la communauté internationale formule désormais ses inquiétudes à haute voix. Congo-Brazzaville, le pool, les dessous d'une crise qui s'enlise. Un grand reportage de Florence Maurice, réalisation Sandrine Straram.